dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure pédagogique avec le Café de la Bourse et Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. L'exercice pédagogique du jour, c'est de parler de l'investissement en période de stagflation. C'est le mot qui revient en ce moment pour qualifier... Alors, le risque ou l'environnement macro dans lequel on risque d'évoluer peut-être demain. Il faut peut-être préciser un petit peu ce qu'est un environnement stagflationniste. On est peut-être une génération à ne pas avoir connu justement la stagflation, Louis. Oui, c'est vrai que c'est une période assez rare. Si on regarde sur les 60 dernières années, c'est arrivé que 3 fois. Donc c'est arrivé pendant les chocs pétroliers, donc 73, 79, mais aussi plus récemment, donc pendant la crise des subprimes en 2008, même si ça a été plus bref. Donc pour rappeler exactement ce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, c'est une croissance très faible avec une inflation forte. Ouais. Effectivement, et bon, c'est quand on voit les prévisions des grands instituts économiques, on voit plutôt la croissance s'affaiblir, alors que l'inflation, elle, reste au mieux élevée, voire continue de progresser. Hein. Ah oui, là je pense que tous les chiffres se rejoignent des différents instituts. Je crois que dernièrement, l'OCDE a encore revu à la baisse la croissance mondiale. Si on regarde au niveau de la France, maintenant on anticipe 2,4. Ah ouais. Donc c'est un phénomène assez global aujourd'hui. C'est ça, c'est pas juste un pays ou une zone économique. Il faut avoir en tête que c'est un risque, en tout cas, c'est un risque plutôt global. Ah oui, c'est global. Ouais. Ça touche vraiment tous les marchés, les émergents, les développés, outre-Atlantique. Non, vraiment, c'est global. Après, avec des spécificités à chaque pays. En France aussi, l'autre tendance, c'est que l'inflation est revue, l'accélération de l'inflation est revue à la hausse systématiquement. Même si là, on est un petit peu en dessous par rapport aux États-Unis. Mais oui, c'est vraiment cette tendance-là, quoi. Comment est-ce qu'on adapte son portefeuille boursier, comment on réfléchit vers quel type d'investissement et quel type d'action est-ce qu'il faut peut-être se tourner quand on risque ou quand on vit une période de stagflation comme celle-là aujourd'hui? C'est vrai qu'on n'y est pas encore, mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui indiquent qu'on va peut-être y aller. On parle aussi de récession. Bon, si on reste sur la stagflation, je pense qu'il y a effectivement des secteurs à privilégier, des valeurs aussi. Un des secteurs, clairement, c'est l'énergie. L'énergie, ça a tiré l'inflation, ça continue de tirer l'inflation. Donc, en se positionnant sur ce secteur-là, sur ces valeurs-là, on va déjà atténuer l'inflation. Et en même temps, ce sont des sociétés, de par le contexte actuel, qui ont des modèles qui vont leur permettre de continuer à générer des bénéfices, de voir des bénéfices qui vont croître. Je pense à des valeurs comme Total Energy, par exemple. Donc très clairement, ça, c'est un secteur à regarder. Après, il y a aussi tout ce qui est agroalimentaire. Là, il faut, je pense, faire le tri aussi au niveau privilégier, je pense, ceux qui sont plus producteurs. Oui, c'est ça. Ouais, je pense plus à ADM, qui peuvent répercuter justement les prix des matières premières sur leurs produits, ou alors des valeurs bien établies, des grandes marques. Ça va être assez classique, hein, ça va être du Coca-Cola, Pepsi, vraiment ce type de société consommation de base ou distribution de base qui vont vous permettre d'avoir justement ce portefeuille un peu anti-stagflation. Ouais. Avec l'idée, c'est intéressant ce secteur de l'agroalimentaire et de la consommation. Plus on est proche du consommateur, plus ça peut être compliqué éventuellement de faire passer des prix si on n'a pas une marque puissante, si on n'a pas de pricing power, etc. Oui, alors effectivement, sur les biens de conso, il faut vraiment distinguer différentes choses. Ouais. D'abord, tout ce qui est plutôt basique. On peut, la population va continuer à avoir des besoins des biens essentiels, nourriture, bien sûr, des biens essentiels, bien sûr. Bien Donc sûr. ça, c'est un premier panier. Après, il y a effectivement les valeurs qui ont ce pricing power, qui peuvent justement augmenter leur prix et ne pas perdre les consommateurs. Et le troisième panier, alors là, pour le coup, à éviter, c'est ceux qui sont qui sont dans aucun des deux cas, qui sont peut-être un peu plus positionnés haut de gamme. Et dans une période comme ça, ces valeurs-là vont avoir des difficultés justement au niveau de leur marge et donc au niveau de leurs résultats et de leur cours de bourse. Donc là, il faut faire attention. Jérôme disait aussi dans ces différentes catégories de consommation, il y a
est-ce que mon produit est substituable ou pas? Voilà, c'est cette capacité-là aussi à trouver des alternatives ou pas par rapport à un produit ou un service donné. C'est pas juste pour la consommation, mais dans ces périodes-là, c'est important de comprendre si le produit ou le service est substituable ou pas pour le consommateur final. Donc, énergie, agroalimentaire, attention où on se positionne sur la chaîne de l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qu'on peut regarder, voire privilégier dans ces périodes stagflationnistes? Toujours dans la même idée d'aller chercher des besoins élémentaires. Je pense l'industrie pharmaceutique, les big pharma surtout, donc des valeurs comme Pfizer, ça peut être vraiment des valeurs intéressantes à les regarder. Et pareil, sur ce secteur-là, du coup, il faut vraiment délaisser tout ce qui est plutôt biotech, qui sont que sur de la R&D, qui font pas de bénéfices, qui brûlent du cash. Donc là, il faut faire très attention à ce type de valeurs. En revanche, les big pharma peuvent jouer justement aussi ce rôle de valeur anti-stagflation. Et parce que quoi? Parce que les produits de santé sont des produits incompressibles pour les ménages. Qu'est-ce qui fait que dans les pharma, il y a une forme de protection contre le risque de stagflation? Ce sont effectivement des produits peu substituables qui vont avoir la population va avoir des besoins en matière de soins. Avec aussi, ça c'est un autre sujet, mais avec tout ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique, on n'est pas non plus à l'abri de d'autres épidémies. Donc très clairement, c'est une sensibilité qui est renforcée aussi. Exactement. Et si on regarde de manière un peu plus micro, ce sont des sociétés qui offrent un gros rendement, qui sont très bénéficiaires. Donc typiquement le type de valeurs qui peuvent offrir cette protection, contrairement à des valeurs plus growth au tech, non bénéficiaires, avec un modèle économique un peu moins éprouvé, même si là aussi dans la tech il faut faire attention. On entend beaucoup rotation sectorielle, délaisser la tech. Il y a quand même des choses à garder aussi. Oui, il y a de la tech à moins 90%, il y a de la tech à moins 20%. Quoi. Voilà, exactement. C'est pas tout à fait la même histoire. Voilà, exactement. Et surtout sur les moins 20, pour un investisseur un peu moyen à long terme, qui est prêt à prendre un peu de risque, c'est plutôt des opportunités pour rentrer, je pense. Si on élargit, si on regarde l'univers des placements en général, sur les marchés financiers, bien sûr, est-ce qu'il y a des produits, des placements qui peuvent être intéressants justement pour se protéger de la stagflation? Moi, je pense que aller sur des trackers, ça peut être une très bonne idée au niveau des ETF et des ETP sur matières premières, parce que ça s'est beaucoup développé. Donc aujourd'hui, un investisseur particulier via ce type de tracker va vraiment pouvoir aller cibler une matière première ou un panier. C'était plus fréquent un panier, mais maintenant on peut vraiment aller cibler des matières premières spécifiques. Et là, c'est un peu toujours la même idée, aller chercher du tangible, de la matière première qui a une fonctionnalité ou qui va être utilisée pour produire un objet. Donc là, je pense évidemment au blé, ça peut être le soja, l'huile de soja ou le nickel pour les batteries d'automobile. Électrique, bien sûr. Voilà, donc vraiment, je pense qu'au niveau de cet essor de produits dérivés sur matières premières, c'est une bonne axe de diversification pour protéger son portefeuille. Donc ça, c'est une possibilité. Et une autre, un peu plus classique et dont on est friand, c'est l'immobilier. Ah oui. L'immobilier. On en voir tout le temps de l'immobilier. Voilà, exactement. Là, ça reste une valeur, une classe d'actifs intéressante. Les loyers sont généralement indexés sur l'inflation. Donc c'est vraiment un placement anti-stagflation à regarder. Mais encore une fois, au niveau de l'immobilier, il faut aussi trouver les bons sous-segments. Oui, bien sûr. Davantage. Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Exactement. Je pense plus logistique, santé, peut-être le résidentiel ISR avec les nouvelles normes, plus que du bureau, par exemple. Oui, logistique, santé, c'est l'immobilier de croissance, effectivement, aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis. Merci d'avoir réalisé cet exercice pour nous, ce tour d'horizon des placements et des actions qui peuvent être forme de protection, on va dire, contre la stagflation, voire même peut-être des entreprises qui profitent aussi de ces environnements un peu macroéconomiquement compliqués. Merci beaucoup, Louis Yang, qui est avec nous, donc chaque troisième vendredi du mois, je le rappelle, cofondateur du Café de la Bourse, pour cette chronique pédagogique. On se retrouve peut-être le mois prochain, Louis, ou à la rentrée Plutôt à la rentrée. Plutôt à la rentrée, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Louis Yang qui est avec nous donc ce soir dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end. Smart Bourse revient évidemment lundi à 12h30 en direct.